Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Pour la première fois aujourd'hui, j'accueille un professionnel de l'accompagnement périnatal. L'objectif, c'est de faire connaître les différents types de soutien qu'il existe et du coup nous permettre d'aller chercher l'aide qu'il nous faut quand on en a besoin. Aujourd'hui, nous allons découvrir une méthode d'accompagnement qui sort des sentiers battus, le coaching parental. Avec Anaïs, une véritable coach passionnée, nous parlons d'outils concrets qui viennent enrichir la boîte à outils des parents. Préparez-vous à explorer des approches différentes et inspirantes pour une vie de famille plus sereine et harmonieuse. Bonne écoute! Salut Anaïs, je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Ensemble, on va parler de coaching et plus précisément de coaching parental. Je suis tombée sur ton activité, mais vraiment complètement par hasard sur Instagram et je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Je savais vraiment pas qu'il existait une autre façon d'être soutenue dans sa parentalité, autre des façons plus classiques, et je connaissais le coaching que via mon boulot. J'ai voulu en savoir plus et t'as accepté de venir au micro, donc merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour mieux comprendre en quoi consiste le coaching parental et ses bénéfices, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites ? Eh bien déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est vraiment primordial et tu m'as vraiment fait prendre conscience que c'était important de démocratiser ce qu'est le coaching parental parce que finalement, je ne savais pas que c'était encore un métier assez méconnu puisque tu t'en douteras bien, sur mes réseaux, il n'y a que des personnes qui connaissent, qui se rapprochent de moi. Alors pour expliquer rapidement mon parcours et qui je suis partie d'un cursus universitaire dans lequel mon objectif était de devenir professeur de PS. Donc j'ai été professeur de PS. En même temps, à côté, j'étais animatrice pendant les vacances scolaires. J'ai voulu me rapprocher des plus petits, donc j'ai repris des études, j'ai repris un master pour être professeur des écoles. Donc j'ai vu un petit peu ce qui se passait et pendant mon activité de professeur des écoles, il y a un directeur d'accueil de loisirs qui m'a proposé de bifurquer et de retourner en animation, mais de manière beaucoup plus professionnelle. Donc j'ai accepté, j'ai été directrice d'accueil de loisirs dans une école assez conséquente à Lyon avec plus de 280 enfants. Donc c'était pour moi une expérience incroyable. J'ai rencontré énormément de profils d'enfants différents, encore plus que tout ce que j'ai pu vivre dans mon cursus professionnel. Pendant mon parcours professionnel dans cette école-là, forcément, quand on est directeur, la plupart du temps, on a les élèves quand ils sont punis parce qu'ils n'ont pas un comportement qui est adéquat. Donc, je les avais souvent dans mon bureau et je me suis dit, je peux pas les laisser rien faire, les laisser simplement punis. Ce qui serait vraiment cool, c'est qu'ils puissent apprendre des choses. Donc, j'ai commencé à mettre en place des outils pour les aider à mieux comprendre leurs émotions, à mieux intégrer le mode de fonctionnement et la manière dont ils avançaient. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des outils qui étaient transversales entre la classe et le périscolaire, mais aussi ensuite chez eux. Et j'ai des parents qui sont venus me voir pour me dire que ça marchait vraiment bien. Et ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça en dehors de l'école ? Donc j'avoue que sur le coup, c'était pas du tout un projet. Moi, j'étais bien dans l'école dans laquelle j'étais. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais ils ont raison, l'idée m'a trotté dans la tête. J'ai démissionné de mon poste pour me lancer aujourd'hui dans mon activité de coach émotionnel familial. Mon objectif étant de permettre à tout le monde de trouver sa place et avoir une vie de famille qui soit harmonieuse, en paix et sereine. Super, jolie présentation, ça donne envie d'en savoir plus. Quelle est la principale différence pour toi en fait entre le coaching parental, ce que tu peux apporter, et du coup d'autres formes de soutien plus classiques, tu vois, comme voilà la thérapie via un psychologue par exemple, ou des groupes de soutien parentaux? Alors je vais donner vraiment ma vision, je sais, peut-être que d'autres personnes en auront d'autres, mais dans ma vision, un psychologue c'est vraiment quelqu'un qui va venir diagnostiquer et traiter des troubles mentaux comme de l'anxiété, de la dépression. En tant que coach, notre rôle à nous, c'est de partir d'un point A pour aller à un point B et vraiment mettre en place les étapes charnières pour y arriver. Donc bien sûr, parfois on a du mal à passer les étapes parce qu'on doit aller se reconnecter à soi, voir pourquoi ça bloque et s'autoriser à passer ce step-là. Quand on est tout seul, c'est compliqué, donc c'est pour ça que c'est important de faire appel à quelqu'un qui est extérieur. Et c'est mieux si c'est un professionnel puisqu'il va vraiment pouvoir vous encadrer dans cette démarche. Et par rapport à des groupes parentaux, moi je vois un groupe parental comme plutôt des échanges entre les parents sur leurs pratiques et sur des conseils qui peuvent se donner entre eux.
Donc, pour moi, toutes les pratiques, que ce soit de la psychologie, du coaching ou des groupes, elles sont toutes très pertinentes. C'est simplement en fonction de sa sensibilité à soi, mais aussi son besoin sur le moment. Parfois, on n'a pas forcément envie d'aller travailler sur soi profondément. On a juste envie d'échanger avec d'autres parents, parfois pour se conforter dans le fait que on vit les mêmes émotions, les mêmes choses, avec des conseils qui sont donnés entre parents. Et pour certains, c'est game changer, c'est-à-dire ça va vraiment leur apporter. Et pour d'autres, ils ont besoin d'être plus vers quelque chose qui soit professionnel avec un suivi. Et d'autres, ils vont vouloir combiner tout ça. Et l'idée, c'est vraiment de se connaître soi et de savoir qu'est-ce qui, moi, m'intéresse le plus et avec quoi est-ce que je suis le plus à l'aise finalement. Et est-ce qu'il y a des signes en particulier où les parents en fait pourraient se dire ah ben là en fait avec ce signal-là, ça me fait dire que là j'ai vraiment besoin de l'aide d'un coach parental? Très bonne question. Dans la majorité des cas, les parents qui viennent me voir, ce sont des personnes, moi j'aime dire personnes puisqu'ils sont parents mais ils sont personnes avant tout. Ce sont des personnes qui ne prennent plus de plaisir dans leur quotidien, pour lequel il y a beaucoup de stress, j'arrive pas à concilier mon milieu pro, mon milieu perso pour les parents qui travaillent, ou alors je prends plus de plaisir avec mes enfants, j'arrive pas à créer vraiment un lien qui m'intéresse, il y a trop de conflits à la maison, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils crient tout le temps, est-ce qu'ils pleurent tout le temps, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, et finalement il y a rien qui fonctionne. C'est vraiment un point de non-retour où on sait que si on n'agit pas, on a l'impression que la situation va se dégrader. Très souvent, quand je discute avec des parents qui rentrent dans un processus de coaching, c'est des parents qui se disent « mais en fait, dans 4 ans, dans 5 ans, mais qu'est-ce que ça va être ?» Je trouve que c'est très pertinent d'avoir ce type de réflexion avec soi-même et de se dire « j'ai envie que ça s'arrête et j'ai envie que ça s'améliore. Ce que je veux préserver, c'est le lien avec mon enfant. » Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de se détruire parce que, et ça, c'est dans le coaching, la plupart du temps, les parents ne sont pas conscients, mais c'est parce que je comprends pas son mode de fonctionnement et je ne comprends pas le mien, en fait. Il y a une problématique qui se crée, des frictions entre son mode de fonctionnement et le mien. Soit je me dis, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il fonctionne de la même manière que moi. Pourquoi, en fait, il est si différent? Pourquoi c'est si compliqué de comprendre quand je lui demande de faire ça ou quand je lui explique ma vision des choses ou mes valeurs? Pourquoi est-ce qu'il est toujours dans la contradiction? Et ça, en fait, c'est vraiment ultra important de comprendre que chaque être humain est différent. Et si on ne prend pas le temps de connaître l'autre, c'est compliqué. Et dans nos relations humaines en général, on ne prend pas forcément le temps d'aller creuser chez la personne. Alors qu'avec les enfants, surtout avec les siens, avec vos enfants, il va y avoir un lien qui va être beaucoup plus fusionnel, beaucoup plus intrinsèque, qui est indispensable à aller voir si on veut que la relation elle soit durable. On n'oublie pas que notre famille, nos parents, on les a pour la vie. En tout cas, ce sont les personnes qui sont là à tous les moments charnières de notre vie. Et si jamais on n'apprend pas à réellement comprendre comment fonctionne l'autre, on arrive dans des schémas dans lesquels on grandit, on fait semblant d'être devant ses parents. En fait, nos parents ne nous connaissent pas réellement. Ou alors, il y a des enfants qui pètent un câble au bout d'un moment, à l'adolescence par exemple, ou ce genre de choses, et qui montrent leur vrai visage. Et les parents disent, mais en fait, je le reconnais plus. Mais en fait, c'est juste qu'il est comme ça. Mais tu lui as pas laissé cette opportunité de te montrer qui il était. Ah, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi les étapes clés d'un accompagnement en coaching parental? Est-ce que c'est toujours le même schéma ou est-ce que vraiment tu t'adaptes à la situation de chaque personne, de chaque parent? Comment ça fonctionne? Alors, dans mon schéma, il y a 3 grandes étapes. Mais ensuite, dans chacune des étapes, on va agir différemment en fonction de la famille, du parent, de l'enfant. Ça, c'est très important. C'est pas je vais prendre un outil et je vais l'adapter à tous. Non. C'est vraiment chaque personne va avoir des sensibilités différentes, avec des mots qui vont beaucoup plus les toucher. Donc, la justesse des mots adaptés avec les personnes, mais aussi les outils adaptés parce qu'à la maison, chaque foyer fonctionne différemment. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience et de se dire, je ne vais pas me comparer avec une autre famille parce qu'en fait, mon mode de fonctionnement, il est très différent. Et pour les 3 étapes, dans mon schéma, c'est d'abord, j'apprends à connaître qui je suis, moi, comment est-ce que je fonctionne. Plus j'apprends à connaître moi, comment est-ce que je fonctionne et plus je vais pouvoir comprendre comment est-ce que l'enfant fonctionne. Donc, dans les programmes où on travaille avec les enfants et les parents, l'enfant travaille d'abord sur lui, puis comprend ensuite le mode de fonctionnement de son parent. Le parent, d'abord, il comprend comment il fonctionne et ensuite comprend le mode de fonctionnement de son enfant. Et ensuite, il y a un gros travail pour apprendre à communiquer et à exprimer clairement
qui je suis à l'autre et ce dont j'ai besoin. Et ça, pour moi, c'est une des qualités, vraiment, si vous n'avez pas envie de vous faire accompagner, travaillez sur la communication, même de votre côté. Pour moi, ça enlèverait tellement de problématiques dans notre monde, parce que ce que j'observe beaucoup, c'est que les parents et les enfants, la plupart du temps, ils veulent la même chose. C'est-à-dire, le parent veut un bon lien avec son enfant, veut créer des souvenirs, veut être un soutien pour lui, l'accompagner tout au long de sa vie. Et un enfant a besoin de son parent pour évoluer. Sauf que, dans les faits, on a l'impression que les deux expriment le contraire. Parce qu'il y a des filtres, parce qu'il y a des modes de protection qui font que on n'arrive pas à exprimer clairement. La peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé, peu importe. Et dès qu'on travaille sur soi, qu'on travaille avec l'autre, on comprend comment l'autre fonctionne et on arrive à communiquer en étant très authentique avec l'autre. Et l'authenticité dans la communication, c'est ce qui nous manque véritablement aujourd'hui, que ce soit dans nos relations avec les enfants, avec les conjoints, les maris, les collègues, les voisins. C'est ça qui pêche le plus. Et pour moi, si on résout ça, notre monde serait beaucoup plus en paix et beaucoup plus harmonieux, tout simplement. Je suis complètement d'accord. C'est aussi ce qu'on dit, mais pas uniquement. Il n'y a pas que le contenu, pour moi, qui est important dans la communication. C'est aussi comment on le dit. Bah, tu vois là, ce que tu dis là, c'est extrêmement important. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont dire les choses, mais penser l'inverse. Donc, en fait, en face, il faut qu'on ait un détecteur pour comprendre. Et la personne se dit, mais c'est obligé qu'il ait compris que je voulais dire l'inverse. Mais pas du tout. Et effectivement, c'est là où je te rejoins à 1000%. C'est que quand on arrive à détecter le lien de la parole et du comportement physique, on voit que parfois, c'est pas du tout en lien. Et qu'il y a une contradiction qui fait que là, soit tu es en train de te mettre en place un mécanisme de protection, soit tu te mens à toi-même, soit tu es en train de me cacher quelque chose. Parce que là, c'est pas en lien. Donc, du coup, on peut pas avancer. Et du coup, quand tu expliquais là, les différentes étapes du coaching parental, ça veut dire qu'il y a des moments en fait où tu vas voir les parents uniquement en individuel, d'autres moments où tu vas voir les enfants en individuel et des moments où tu vas voir l'ensemble de la famille. C'est comme ça que ça fonctionne ? Alors, c'est exactement ça. Et encore une fois, c'est très spécifique à chaque famille. De base, je vois le parent, l'enfant, et je fais souvent un compte-rendu aux parents de ce qui se passe pour l'enfant, mais très rarement un compte-rendu à l'enfant pour ce qui se passe chez le parent. Parce qu'en séance, je fais passer des messages à l'enfant sur le mode de fonctionnement de son parent, mais sans vraiment... Parce que ça, c'est aux parents de le faire, en fait. Donc, je prends pas ce rôle-là, moi. Mais en tout cas, je viens vraiment décrypter le comportement de l'enfant aux parents pour que ce soit plus facile pour lui, plus fluide et plus rapide. Et ensuite, effectivement, il y a des séances où tout le monde est ensemble. Et ça, c'est vraiment le coaching, on va dire, hyper englobant. Ensuite, il y a des formats de coaching dans lesquels les parents vont vouloir avancer tout seuls sur eux. Donc, dans ce cas-là, première étape, ils apprennent à se connaître eux. Ensuite, deuxième étape, les outils, ils vont les utiliser sur les enfants pour comprendre comment l'enfant fonctionne. Ils me font des retours, moi j'ajuste parce qu'en fonction de ce qu'ils vont me dire, je vais voir s'ils sont dans le juste ou pas. Et ensuite, la troisième étape, c'est apprendre à communiquer. Donc là, eux, ils vont être vraiment un pilier de la communication dans lequel c'est eux qui vont montrer la voie et très souvent en face, ça suit. Et ensuite, il y a un troisième format qu'on est en train de mettre en place, c'est du coaching quotidien auprès d'un groupe de mamans. Donc, c'est vraiment du collectif dans lequel je viens donner du coaching tous les matins sur des petites choses à mettre en place sur la semaine, sur la journée ou plus tard si jamais ils sentent que c'est pas le bon moment pour eux. Mais en tout cas, ils ont beaucoup d'outils à s'approprier ou pas en fonction de leur sensibilité. Je rigole parce que à chaque fois qu'on m'envoie un audio, très très souvent, pour pas dire dans la majorité des cas, c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Pour vous dire à quel point on est souvent interconnectés sans même le savoir. Et c'est là où j'adore ce format-là. Et après, il y a du collectif où on est tous en live ensemble pour répondre aux questions, pour s'entraider, etc. en plus du groupe. Donc voilà, il y a différents formats, mais je crois qu'il y a d'autres coachs qui utilisent peut-être d'autres formats. C'est super chouette. Et du coup, tu mentionnais du coaching quotidien de maman. Est-ce que ça veut dire que c'est principalement des mamans qui te sollicitent ? Il n'y a pas de papa ou peu de papa ? Très bonne question. Il y a des papas qui me sollicitent et des fois, c'est eux qui me sollicitent en premier et c'est eux qui convainquent leurs femmes. Donc ça, c'est très marrant. J'adore. Franchement, j'adore. Et bien sûr, il y a des papas. Après, pour l'instant, dans le groupe, on a fait un cercle privé de mamans.
Donc pour l'instant, on n'intègre que les mamans, peut-être pour qu'il y ait plus d'aisance à échanger, mais potentiellement, ça va évoluer. Mais pour l'instant, je suis centrée sur ça. Mais potentiellement, mon objectif est d'intégrer les papas, bien évidemment, qui sont des piliers essentiels. Simplement, ils ont très souvent pas la même vision que les mamans, dans le sens où, par exemple, pour eux, ça va être souvent plus fluide. Ils vont moins prendre à cœur certaines choses et les intégrer au groupe. J'ai peur que du coup, ça amène pas aux mamans ce qu'elles veulent à ce moment-là, c'est être écoutées, entendues. Donc, ça va évoluer. Moi aussi, je suis dans ce cheminement-là. Mais en tout cas, en coaching, j'ai des papas, j'ai beaucoup de papas et c'est incroyable. Franchement, j'adore parce qu'ils amènent une dimension qui est hyper complémentaire à celle des mamans. Et franchement, c'est trop beau quand le travail il se fait en famille avec tout le monde. La progression, elle est exponentielle, elle est incroyable, elle est hyper rapide parce que tout le monde s'y met et les résultats sont fantastiques. Moi, j'adore, ça va même au-delà de ce que j'imagine à chaque fois. Bah oui, c'est génial parce qu'en fait, les papas ou les hommes de manière générale, ils ont aussi une approche différente, complémentaire de celle des femmes, de celle des mamans. Et du coup, c'est hyper riche. Quand tu mets tout ça ensemble, je pense qu'on manque justement d'entendre davantage les papas sur le sujet de la parentalité, de la paternité, à la fois pour mieux les comprendre, mais pour que eux aussi nous comprennent mieux, nous, en tant que femmes, en tant que mamans, et que du coup, on avance vraiment ensemble de manière plus éclairée sur ce chemin de la parentalité. Ouais, c'est évident et je sais que moi, en coaching, quand j'ai les deux, papa et maman, très souvent, ça vient résoudre des conflits de couple puisque tout est en lien. Et ça, enfin moi, je pensais pas du tout que ça allait aller jusque-là. Et en fait, parfois, la flamme, elle revient. C'est comme si ils étaient au début de leur relation. Et moi, je trouve ça mais magnifique. Je trouve ça incroyable, avec des changements sur la manière de percevoir l'autre. Puisque vu qu'on apprend à se connaître soi, on apprend à connaître l'autre véritablement. Puisque en soi, si on réfléchit, je voudrais pas partir du sujet, mais si on réfléchit, c'est vraiment parce que le couple est bien et harmonieux qu'avec les enfants, ça va l'être d'autant plus. Et il suffit que parfois il y ait des petits dérèglements au sein du couple pour que la maman, elle ait l'impression, en tout cas, elle ait une charge mentale encore plus élevée à gérer encore plus de choses et ça a des impacts encore plus forts sur les enfants, sur elle-même et sur le couple. En fait, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Exactement. Ouais, je te rejoins complètement. Et je me demandais, est-ce que le coaching, il s'adresse à une tranche d'âge en particulier au niveau des enfants? Moi, les enfants les plus jeunes que j'ai en accompagnement, c'est à partir de 6 ans. Et après, j'ai eu des ados jusqu'à 17 ans. Mais en dessous, c'est compliqué parce que l'échange se fait vraiment en lien avec le parent. C'est vraiment le parent qui a donné la dynamique avec un enfant qui va être vraiment un double du parent. À partir de 6 ans, ils ont quand même une manière de réfléchir. Ils peuvent développer une critique. Donc, ils vont pouvoir critiquer ce qui se passe positivement ou négativement, mais donner leur avis et avoir un jugement qui leur est propre. Alors qu'avant, c'est plus complexe. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas ma tranche dans laquelle je suis le plus à l'aise. Mais à partir de 6 ans, j'adore. C'est assez incroyable ce qui peut se passer dans les accompagnements. Oui, parce qu'ils sont aussi beaucoup plus en capacité d'exprimer leurs ressentis, C'est leurs ça. émotions. Ils sont moins dans le mimétisme finalement du parent ou d'une autre personne, mais plus vraiment à exprimer leurs propres ressentis. C'est exactement ça. Ils expriment beaucoup plus ce qu'ils ressentent. Et avec des questions qui sont bien posées, ils vont pouvoir s'extraire de la pensée de leurs parents pour tout simplement dire véritablement eux ce qu'ils ressentent, sans être jugés, ni que c'est un impact pour la suite sur ce qu'ils pensent. Vraiment, ok, tu penses ça, c'est génial, t'as le droit de le penser. Et là, on découvre vraiment l'enfant, parce qu'il dit véritablement ce qu'il pense. Et quels sont les défis parentaux que tu rencontres le plus souvent? Alors, qu'est-ce que tu appelles par défi? Les challenges autour de la parentalité où du coup, le parent va venir te voir en disant ben voilà, j'ai cette problématique-là à gérer. Est-ce que c'est très varié ou finalement il y en a qui ressortent quand même le plus souvent? Ok, franchement, je vais t'offrir quelque chose qui va vraiment aider les personnes qui vont nous écouter. En surface, il y a plein de raisons différentes. Donc, on m'a contacté pour j'en peux plus, elle est trop jalouse de sa sœur, j'en peux plus, elle crie trop, elle pleure trop, etc., etc. Donc ça, c'est les raisons de surface qui peuvent être multiples. Mais au fond, quand tu prends la base, c'est une maman qui a peur de ne pas être assez bien. C'est une maman qui a peur de ne pas être aimée par ses enfants. C'est une maman qui a peur de toujours un lien avec l'amour, en fait. La base, c'est ça. La peur de
pas être assez bien, de pas correspondre aux normes sociales, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je suis quand même quelqu'un de bien? Ou est-ce que ça veut dire que je suis en train d'être à l'opposé de ce qu'on me demande? Mais est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un de mal? C'est vraiment toujours en lien avec l'amour de soi et la vision que les enfants peuvent avoir de leurs parents. La base, c'est toujours ça. Donc ça veut dire qu'en surface, tu as énormément de raisons différentes. J'en peux plus, j'arrive pas à passer assez de temps avec mes enfants. J'ai l'impression qu'ils sont toujours en colère, qu'ils pleurent toujours. Donc en fait, ça veut dire je fais mal. Ça veut dire j'ai quelque chose à me reprocher parce que il y a des choses que j'ai pas comprises. Ça veut dire que je suis pas une bonne mère si j'ai pas compris mes enfants. Alors qu'au final, en surface aussi, c'est toujours la même chose à se dire, c'est on vous apprend à marcher, on vous apprend à faire du vélo, on vous apprend à nager, mais on n'apprend jamais à comprendre les personnes en face de nous. Donc, en l'occurrence, nos enfants. Personne nous apprend à comprendre l'être humain véritablement. Donc, comment est-ce qu'on veut? Et je dirais même que c'est dangereux de se dire j'ai tous les outils, j'ai pas besoin d'aide. C'est impossible. Ça fait plus de 10 ans que je me forme sur comment fonctionne l'être humain, les enfants, l'adulte. Il y a une corrélation très forte entre l'enfant qu'on était et l'adulte qu'on est devenu. C'est utopique de se dire qu'on sait tout et qu'on n'a pas besoin d'aide, dans le sens où si jamais vous avancez avec vos ressentis, c'est parfait. Mais quand on avance avec nos ressentis, ça veut dire qu'il y a des moments où on sait que ah mince, j'ai peut-être pas fait correctement, mais c'est pas grave, la prochaine fois je vais faire comme ça. Ou ah là j'ai testé, ça a marché, trop bien, je continue. Mais le fait de se dire j'ai interdiction d'être faible, de pas avoir raison, d'être en colère, ça c'est pour moi c'est grave parce qu'on vient à l'encontre de qui on est en tant qu'être humain, à savoir ressentir des émotions et avancer grâce à elles parce que nos émotions sont notre GPS. Et parfois, c'est des schémas, en fait, qui sont ancrés en nous sans qu'on le sache vraiment. Et moi, j'imagine aussi le coaching parental, un des bénéfices, c'est vraiment de pouvoir avoir cette meilleure compréhension de soi, parce qu'en fait, soi-même, on le voit pas. Et donc, au travers de la discussion avec un coach, le coach, il a un œil neuf, finalement, qui peut nous aider à pointer du doigt certains éléments qu'on n'aurait pas réussi à identifier soi-même, enfin, sur soi-même, en fait. Absolument. Mais là, tu vois, tu es déjà dans une démarche où tu vas voir un coach. Donc, tu sais déjà que tu as quelque chose dans lequel tu n'es pas aligné, dans lequel ça te frictionne à l'intérieur. Tu vois, là, je parle vraiment pour toutes les personnes qui n'ont pas fait cette démarche-là, en fait. Et qui refusent d'accepter que parfois, c'est normal d'être challengé. Parfois, c'est normal de ne pas savoir. Parfois, c'est normal de juste reproduire des schémas. Bien sûr que c'est normal, on est des êtres humains. Mais à partir du moment où tu vas voir quelqu'un, oui, il va t'aider à voir les schémas, à les déconstruire et à avancer au-delà. Mais il y a quand même cette étape de je vais converser avec quelqu'un. Exactement. Et c'est peut-être ça, cet initiateur finalement à aller démarrer cette démarche-là qui est le plus compliqué. Parce que finalement, une fois que tu y es, tu vas commencer à voir les bénéfices, même si ça prend du temps, mais tu es déjà en fait dans cette démarche-là. Alors que finalement, tout part de la racine et de « Ah, là j'ai compris, il faut que je me fasse aider ». Et j'ai l'impression que c'est plus facile, tu vois, on parle souvent de coach sportif. Donc pour sa partie physique, finalement, on va pas trop se poser de questions et aller dans une salle de sport, aller voir un coach sportif. Mais par contre, pour la partie plus cérébrale, j'utilise peut-être pas le bon terme là, mais on va avoir plutôt tendance à se dire non, ben je vais gérer seul ou je vais demander à mes amis, ma famille en discutant et ça va aller. Mais parfois, on a vraiment besoin de plus que ça. Ouais, tout à fait. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit au tout début. Quand il y a des mamans qui me contactent et que je les ai au téléphone, je t'assure, j'ai des frissons parce que je me dis le courage. Parce qu'on est dans une société dans laquelle c'est tellement pas admis de se concentrer sur son émotionnel parce qu'en fait, on se dit, en fait, je suis un être humain, j'ai des émotions, c'est à moi de gérer. Là, mais avec mes doigts, je fais entre guillemets gérer. Parce qu'en fait, on ne gère rien du tout. Et je pense que c'est vraiment très culturel que de se dire ça m'appartient, c'est à moi de gérer. Mais non, en fait, justement, c'est parce que ça t'appartient que tu dois apprendre à comprendre comment ça fonctionne. Et à partir du moment où tu comprends comment tu fonctionnes, tu as le pouvoir sur qui tu es et sur ta vie. Ça veut dire que tu vas plus te laisser ensevelir pendant des jours par une émotion qui est passée 10 secondes, par rapport à laquelle tu as créé une conclusion trop hâtive et qui va te bouffer pendant des semaines. Là, tu apprends à voir ce qui se passe, à intégrer et à te dire « Ok, je vais avancer avec ça maintenant ». Donc, c'est évident
Parce que le culte du corps, il est aussi très ancré. Ça veut dire que si tu veux un beau corps, il faut que tu ailles faire du sport. Si tu veux faire du sport, prends un coach, il va plus te motiver. En fait, dans l'émotionnel, c'est pareil. Si tu veux avoir une intelligence émotionnelle développée dans laquelle tu comprends tes émotions, tu arrives à détecter le signal. Ah, là, on est en train de me dire ça. Donc, ça veut dire que sur cette action-là, j'ai été blessée. Ça renvoie à telle blessure. Donc, comment est-ce que je peux faire pour aller au-dessus ? Donc, c'est la même chose. C'est juste que c'est un coach qui va t'apprendre à te décoder toi-même. C'est pas le plus grand pouvoir, ça, de se décoder soi-même. Moi, je trouve ça incroyable. C'est clair, c'est incroyable. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'accompagnement que tu as fait et comment en fait le coaching que tu as apporté a permis de surmonter ce challenge? Donc, j'ai accompagné une famille dans laquelle il y a eu une séparation des parents. Donc, la maman est repartie vivre avec ses 2 enfants dans un appartement pas très loin de chez le papa. Donc, déjà, beaucoup de conflits avec le papa. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, une maman qui une baisse d'estime d'elle-même et de confiance en elle qui est très forte, qui a du mal à faire ses choix pour elle, qui écoute beaucoup ce qu'on lui dit, qui a du mal à vraiment se positionner en tant que maman bienveillante, qui gère en fait. Elle a toujours l'impression qu'elle se laisse déborder, qu'elle n'arrive pas à gérer, etc., etc. Dans ce rôle-là, elle a développé une relation avec sa fille qui n'est pas celle qu'elle désire. C'est-à-dire que sa fille a clairement le pouvoir sur elle. Donc c'est sa fille qui lui dit non mais j'ai pas envie de faire ça donc je le ferai pas, etc., etc. Et la mère ne comprend pas parce qu'en fait elle me dit je comprends pas, je fais tout pour elle, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est aussi dure avec moi. Donc ça c'est vraiment le tableau du départ. Donc on est venu creuser tout ça, donc les accompagnements ça dure 3 mois sur pourquoi est-ce qu'elle vivait tout ça. Ça part de son enfance à elle, ce qu'elle a vécu, donc du coup ce qu'elle a engrammé. Donc là potentiellement elle avait une relation très compliquée avec ses parents. Elle n'a pas voulu reproduire la même chose avec sa fille. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est un peu écrasée de peur de pas être aimée par sa fille en lui donnant tout ce qu'elle voulait et en n'étant jamais dans la contradiction avec elle pour être sûre qu'elle conserve ce lien. Sauf que ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'un enfant qui a le dessus sur sa maman ne considère plus sa mère comme sa mère. Dans le sens où, dans la position, c'est elle qui est au-dessus de sa mère. C'est elle qui décide. Donc, c'est une enfant qui cherche beaucoup les limites, qui cherche beaucoup à avoir un cadre parce que finalement, elle est perdue. Donc, juste le mécanisme psychologique de se dire, en fait, ta fille, elle a besoin d'un cadre pour être en relation beaucoup plus saine et logique avec toi. Là, pour elle, tu n'es pas sa mère. C'est elle, ta mère. C'est elle qui te dit quoi faire. C'est elle qui pose les limites là où ça devrait être l'inverse. Absolument. Et c'est elle qui va dire ouais aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à l'école, je hurle, je crie par terre, démerde-toi, moi c'est pas mon problème quoi. Donc du coup c'est vraiment inverser ce jeu psychologique. Donc c'est dur de se dire qu'on a un jeu psychologique avec son enfant, mais c'est inverser le jeu psychologique pour que les choses se rétablissent. Et ensuite c'est venir travailler. Donc de base c'est l'amour de soi et l'acceptation de soi parce qu'avec le papa du coup c'était compliqué. Elle avait l'impression que tous les micro-changements qu'elle mettait en place avec ses enfants, ça ne convenait pas parce qu'il y avait une relation conflictuelle avec le père qui disait toujours que ce qu'elle faisait, c'était pas assez, c'était pas bien, c'était pas une bonne mère, etc. Donc, il a fallu remettre en ordre tout ça pour qu'elle puisse voir chaque point et qu'elle puisse, elle, évoluer sur qui elle est, la relation avec ses enfants. Parce que typiquement, son premier enfant n'est pas du tout comme ça, c'est l'inverse, c'est quelqu'un de très doux, qui va donner beaucoup d'amour à sa maman parce qu'il a capté que sa maman, elle était en détresse émotionnelle. Donc, c'est un enfant qui va beaucoup absorber. Donc, en surface, il n'y a pas de problématique avec lui. Sauf que quand on creuse, cet enfant-là souffre. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et du coup, ça peut ressortir plus tard d'une façon différente. Et ça ressortait déjà, en fait, avec un enfant qui se mettait énormément de pression à l'école. Donc, on est venu aussi travailler sur ça avec lui pour qu'il se relâche, pour qu'il s'autorise à être plus cool aussi avec lui-même, parce que l'amour de sa mère était corrélé avec ses résultats, par exemple. Bref, c'est vraiment, on voyait une carte qui est énorme. On a fait un accompagnement et à la fin de cet accompagnement, on avait en face une maman qui avait repris son pouvoir de maman et de femme. Donc ça veut dire qu'elle s'est autorisée à avoir sa vie loin de son ex-mari, qui s'est autorisée à reprendre le sport, à retrouver une silhouette physique qui lui convenait à elle puisqu'elle s'était un petit peu délaissée. C'était une maman qui a repris soin d'elle, qui est repartie dans des instituts, etc. Comme ça, on se dit, ouais, c'est logique, tu prends rendez-vous. Mais psychologiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Psychologiquement, il faut arriver à s'autoriser.
Absolument. Il y a beaucoup de culpabilité, de colère, de tristesse derrière. Et pour arriver à ça, il faut apaiser énormément de choses. Et une relation avec sa fille beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, avec une sorte de contrôle qui s'est inversé. C'est plus la fille qui a le contrôle sur la mère, c'est la mère qui a, je vais pas dire un contrôle, mais en tout cas, qui est naturellement au-dessus de sa fille pour tout ce qui est les règles de la maison, comment est-ce qu'on doit se comporter avec ses parents, etc., etc. Un garçon qui maintenant est beaucoup moins stressé à l'école, qui se prend beaucoup moins la tête sur le regard des autres et qui est beaucoup plus serein dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà en fait comment un coaching, et là c'est un exemple parmi tant d'autres, comment un coaching peut passer d'une situation A à une situation B en passant par des fluctuations, mais je t'explique même pas. Avec des moments où il y a une euphorie parce qu'on a réussi, des moments où on a l'impression d'avoir rechuté, mais ça fait partie du process. Et c'est pour ça que si on est seul, on abandonne. Et au même titre que quand on fait un régime, il y a des moments où on a l'impression de reprendre du poids alors qu'on fait toujours attention et on se dit mais non, mais c'est bon, j'arrête. Si c'est pour faire ça, faire tous ces sacrifices, recommencer à manger correctement, recommencer à faire du sport pour au final sur la balance j'ai du poids, mais les gens ne se rendent pas compte qu'intérieurement c'est parce qu'il y a des choses qui bougent. C'est parce que le muscle prend plus de poids. Je prends vraiment cet exemple parce que vu que c'est physique, c'est beaucoup plus simple à comprendre que lorsque c'est dans l'émotionnel. Mais c'est le même principe. C'est on vit des hauts et des bas et moi je sais que je suis très présente pour les personnes que j'accompagne. Ça veut dire que quel que soit le moment pendant lequel elles ont besoin de moi, je suis dispo. À part quand je dors, je leur dis toujours ouais par contre des fois je dors quand même. Mais je trouve que c'est important qu'elles se disent qu'elles ont toujours une personne avec qui échanger, même si c'est un court instant, même si c'est juste un message qu'elle m'envoie, mais c'est décharger, c'est aussi quelque chose qu'on apprend en coaching, à décharger pour retrouver sa lucidité émotionnelle et pouvoir continuer à avancer. Donc voilà, c'est un process qui est complet sur une carte qui est vraiment très large. Merci beaucoup, c'est fascinant. Et du coup, tu as réussi à inverser finalement cette picture-là en 3 mois ou ça a pris plus de temps? Alors, au début, c'est très long. Pendant 1 mois, là, pour cette famille, les changements, ils ont été compliqués parce qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup de freins qui empêchaient de mettre en action. Et une fois que ça a été mis en action, ça a été exponentiel. Donc, au bout de 3 mois, la vie de cette famille, elle avait déjà changé. Mais ensuite, ça s'ancre vraiment au fur et à mesure, parce qu'en fait, moi, j'accompagne pendant 3 mois et après, il y a 3 mois de suivi pour être sûr que je ne laisse pas tout seul dans la nature, parce que ça peut faire peur quand on voit quelqu'un toutes les semaines et d'un coup, on la voit plus. Mais c'est vraiment, le changement, il est radical en 3 mois. Et après, pour vraiment instaurer ça et faire en sorte que ce soit solide, il faut bien évidemment plusieurs temps, voire peut-être toute une vie, parce que parfois, il y a des challenges qui reviennent. Mais le tout, c'est de savoir qu'on n'est plus seul. C'est fini. On n'est plus seul. On sait que les challenges, on va pouvoir les faire évoluer avec la personne qui nous accompagne, avec des groupes, parce qu'ensuite, les personnes, si elles intègrent le cercle, elles ont des groupes dans lesquels, en fait, l'accompagnement, c'est toute une vie. Moi, j'aime leur dire, ton départ avec moi, il est là, mais ta fin, il n'y a pas de fin, en fait. C'est la personne qui choisit en fait finalement. Exactement. Parce que ça prendra différentes formes en fonction du besoin, en fonction du moment. Mais voilà, la personne, elle sort finalement de cette gestion de son changement seule, qui est parfois voilà super difficile à initier, et elle va trouver grâce à toi de l'accompagnement au travers des groupes et du réseau qu'elle se sera construit un autre. Et après, elle fera son chemin au fur et à mesure. Et l'idée, c'est que si je comprends bien, ce changement en fait, il tienne dans le temps. Et c'est pour ça que du coup, tu mets pas de fin en fait à l'accompagnement. Et mon objectif à moi, c'est vraiment qu'ils deviennent autonomes dans leur manière de fonctionner. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un enfant à 6 ans, c'est pas les mêmes challenges qu'un enfant à 8 ans, qu'un enfant à 10 ans. Donc les parents vont être challengés. Mais c'est juste qu'ils auront les mécanismes, ils auront les outils pour faire en sorte que c'est bon, ils ont compris la mécanique, ils ont compris comment ça fonctionnait pour accompagner l'enfant dans son évolution à lui. Donc le plus compliqué, c'est au début. Je me lance, j'ose faire le premier pas et j'ose me faire accompagner. Donc, j'ose me dire que j'ai besoin d'aide parce que je ne suis pas égoïste dans mon mode de fonctionnement et j'ai besoin de pouvoir avancer dans qui je suis, dans ce que je fais. Et ensuite, une fois que vous avez commencé à mettre le pied dans la porte, c'est génial. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de bornes. Et potentiellement, moi, je vais les accompagner au début. Après, elles vont faire chemin toutes seules. Après, elles vont revenir vers moi. C'est juste pour leur dire que la porte, elle est tout le temps grande ouverte et que c'est à elles de gérer leur rythme et d'être responsables de ça et que si un jour elles ont besoin,
qu'elles se disent pas que moi, je vais venir leur courir après, mais qu'elles se disent, je sais que je peux y retourner parce que c'est ouvert. C'est vraiment ça ma philosophie. L'évolution d'un être humain, par exemple, vous pouvez avoir dans une année 3 mois hyper challengeants, et après, le reste de l'année, c'est plus fluide. On ne sait même pas pourquoi, mais c'est pas important. C'est juste de savoir qu'en cas de problématique, je sais vers qui me tourner. C'est génial. J'aimerais discuter encore avec toi des heures et des heures. C'est super inspirant. Bon, malheureusement, on arrive quasiment à la fin de notre échange. J'ai une dernière question. S'il y avait vraiment un message en particulier que tu aimerais avoir transmis au micro d'Insubmersible aujourd'hui, ce serait lequel ? Alors moi, je dirais que on va parler souvent d'égoïsme par rapport au fait, je sais pas, de penser qu'à soi, de pas penser aux autres. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'égoïsme, c'est le fait de penser qu'on n'ait pas besoin des autres. On a tous besoin des uns et des autres. Aujourd'hui, toi, tu m'offres cette parole-là, mais toutes les personnes qui vont écouter, tu vas les aider en fait dans leurs problématiques à travers tout ce que tu fais. Et moi, ce que j'aime beaucoup dire à toutes mes clientes, on a besoin de votre lumière. Alicia, on a besoin de ta lumière, on a besoin que tu brilles parce que tu vas aider du monde. Et l'égoïsme, c'est de penser qu'on peut y arriver toujours tout seul sur tous les domaines. Ça, c'est égoïste. Parce que si jamais il y a des personnes qui se forment pendant des dizaines d'années pour être au point sur un sujet, c'est pas nous, avec notre petite expérience de 2 ans, ou même, j'en sais rien moi, de 3 ans ou de quelques mois, qui va faire que on va y arriver. C'est utopique de penser ça. Et aujourd'hui, il y a des personnes comme toi qui permettent à d'autres d'exprimer leur expertise, et toi, tu aides parce que tu diffuses un message. Et sans toi, peut-être qu'il y a, je sais pas, même s'il y a 2 personnes à qui ça change la vie, moi je me dis toujours ça, même s'il y a 2 personnes à qui ça change la vie, mais c'est incroyable. Et notre mission... C'est tout gagné, c'est clair. C'est tout gagné. Et notre mission ici, c'est d'exprimer notre plein potentiel, de briller. Moi je dis toujours à mes clients, arrête de priver les gens de ta lumière. Brille. Parce que tu vas aider d'autres personnes qui vont aider d'autres personnes. Et ensuite, c'est un cercle vertueux dans lequel notre monde aujourd'hui, on en a besoin. Arrêtons de rester dans notre coin, caché, à pas vouloir embêter ou autre. Non, exprime qui tu es. Montre ce que tu sais faire et il y a des personnes qui vont naturellement être attirées par toi. On a tous besoin des uns et des autres. Sinon, on serait pas autant sur cette planète. Ça servirait à rien. Mais écoute, je te rejoins à 100%. Merci beaucoup pour ce message de fin super inspirant et surtout pour toute la discussion qui, moi, m'a vraiment enrichi au maximum. Donc, j'ai vraiment rempli ma boîte à outils de plein de choses aujourd'hui. Je suis certaine que voilà, ça aidera certaines de nos auditrices ou auditeurs, même si tu l'as dit, une personne, moi aussi je considère que c'est déjà tout gagné. Donc partageons vraiment tous nos expériences, elles sont toutes très riches. Donc voilà, ne nous brimons pas. Un grand merci Anaïs et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode inspirant avec Anaïs. Son approche bienveillante et ses conseils concrets nous rappelle l'importance d'oser demander de l'aide pour s'épanouir dans son rôle de parent. J'espère que ces mots ont résonné en vous comme ils ont résonné en moi. N'oubliez pas de partager cet épisode si vous pensez qu'il peut aider d'autres parents autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de résilience sur Insubmersible. Et d'ici là, prenez soin de vous.